Donc, Alessandro Baricco, c'est un écrivain italien contemporain formé en musicologie et en philosophie. Un écrivain qui compte dans son œuvre des essais sur la société, la littérature et la musique, 13 romans, un monologue et des textes pour la télévision. Son travail développe des thématiques des plus diversifiées avec une virtuosité stylistique qui a fait de certains de ses récits, notamment Océan Mer, des best-sellers. Alessandro Baricco met régulièrement en scène dans son œuvre des personnages décalés de leur temps, en retard sur le progrès du monde, piégés qu'ils sont, ou peut-être davantage hypnotisés ou émerveillés, dans leur vision idéalisée et quasi magique qui contraste avec le monde capitaliste et utilitaire dans lequel ils vivent. Ma présentation se concentrera d'abord à définir la notion de désenchantement de Marcel Gauchet, qui sera essentielle pour comprendre le destin des personnages de Baricco. Par la suite, je m'attarderai au personnage de Monsieur Raël dans Château de la Colère et de son attraction pour le chemin de fer. Enfin, je m'intéresserai au personnage d'Ultimo de cette histoire-là et de sa fascination pour les routes. Donc, commençons d'abord par une petite assise théorique avec la notion de désenchantement. Donc, réactualisant une expression utilisée par Max Weber, Gauchet explique que la société moderne est une société hors de la religion, une société démocratique qui s'est fondée hors de la structure religieuse. La sortie de la religion devient plus manifeste avec le siècle des Lumières, quand les idées du raisonnement rationnel provoquent une laïcisation des structures politiques et sociales, transférant le sentiment religieux des sphères politisées à la sphère privée. Comme l'explique bien Francis Boilard dans son mémoire « L'incertitude du sujet dans un contexte de désenchantement du monde », l'époque des Lumières propose l'idée que la science répond aux failles du sens. Cependant, je cite, « À force de chercher des réponses dans la technique et l'artifice scientifique, l'homme a pris ses distances face à la réalité de l'expérience quotidienne, ce qui, dans un monde désenchanté, l'amène à se questionner sur la pertinence de la quête de la vérité. » Fin. À l'origine, l'expression chez Weber se définit comme une disparition de la magie et des croyances qui lui sont associées. Chez Gauchet, au-delà de cette élimination du monde magique, il s'agit de, je cite, « l'aboutissement de la sortie de la religion ». La religion survivant comme élément de culture dans la société sans plus agir en tant que structure de société, comme c'était le cas auparavant. Donc, de l'avis des théoriciens du sacré et des sciences des religions, depuis le 18e siècle, la société moderne occidentale est entrée progressivement dans une ère de laïcisation, tant de ses structures que de ses comportements, ce qui se traduit par une disparition graduelle du contrôle de l'Église sur les institutions, par la mise en place de normes hors du religieux et par la séparation entre l'Église et l'État. Donc, la religion a cet avantage qu'elle donne un sens à la vie du croyant en lui indiquant une réalité qui le dépasse. Cependant, nos sociétés occidentales laïques ne s'inscrivent plus dans cet ordre transcendant qui justifie la place de l'homme dans le monde. À cet égard, l'individu est seul pour trouver sa place et sa voie, seul pour construire du sens au cœur de croyances qui ne reposent plus sur rien. Pris dans ce désenchantement du monde qui lui fait perdre la structure de sa société, mais aussi le sens du magique et de l'extraordinaire, traversé par l'esprit scientifique, l'homme est amené à critiquer et à analyser toute information qui se trouve devant lui, à tout remettre en question, de sorte que le propre sens qu'il se construit de sa vie est lui aussi soumis à rude épreuve, incapable de se fixer dans le roc en raison de ses propres incertitudes. Donc maintenant, entrons un peu dans la littérature, parce que c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Pour le roman Château de la Colère, l'histoire se déroule au milieu du 19e siècle, quelque part entre l'apparition des réseaux de chemin de fer en 1825 et l'invention du téléphone en 1876. Dans la petite ville fictive de Quinnipiac, de différents personnages avec des désirs et des rêves aussi grandioses qu'inusités vont y vivre. Parmi ces personnages, on a le coloré Monsieur Raël, pilier du récit. Ce grand rêveur au regard fou travaille à construire un chemin de fer en ligne droite de 200 km de long où une locomotive pourrait rouler à toute vitesse sans s'arrêter. Rêve immense, mais surtout coûteux, pour lequel l'homme se ruinera à tenter l'impensable. Donc pour Monsieur Raël, la locomotive est un objet transformateur du monde, un objet qui transforme le regard qu'ont les gens sur le monde. Comment? Par la vitesse. La locomotive permet à l'homme d'aller à une vitesse qu'il n'aurait jamais cru possible. Comme l'explique la narration, je cite, « La vitesse a dû lui exploser à l'intérieur à ce monde-là, comme un hurlement réprimé pendant des milliers d'années. Toutes les émotions réduites à des petites machines à réajuster. Qui sait combien d'adjectifs se sont brusquement révélés périmés? Combien de superlatifs se sont émiettés en un instant, tout à coup tristement ridicules? Ce que cette machine produisait, ce n'était pas une force, mais quelque chose dont on n'avait encore qu'une vague idée, quelque chose qui n'y était pas avant, la vitesse. Pas une machine qui fait ce que 1000 hommes feraient, une machine qui fait ce qui n'a jamais existé, la machine de l'impossible.
La vitesse change tout. Elle crée une frontière entre le monde avant elle et celui avec elle. Elle modifie toute une réalité. En fait, la machine change les normes par cette puissance immense qu'elle offre. Non seulement la locomotive permet de faire plus, elle permet surtout de faire l'impossible. Ayant connu la vitesse de la locomotive, contrairement aux autres habitants de Quinnipiac, qui ne sont par ailleurs jamais sortis de la ville, M. Rell souhaite construire son chemin de fer pour partager sa vision et donner libre cours à la vitesse de la locomotive, qui est présentement limitée par les arrêts fréquents et la marchandise qu'elle transporte. Il veut ramener la locomotive à son état d'émerveillement originel. Comme il l'explique, je cite, « La trajectoire d'un projectile est rectiligne et le train est un projectile tiré dans l'air. C'est la métaphore exacte du destin. Le projectile suit sa course et on ne sait pas s'il va tuer quelqu'un ou s'il va finir dans le néant. Mais en attendant, il fonce et c'est déjà écrit dans sa course si au bout il écrasera le cœur d'un homme ou s'il fendra un mur en deux. Est-ce que vous voyez le destin? Tout est déjà écrit, pourtant on ne peut rien y lire. Les trains sont des projectiles et ils sont eux aussi des métaphores exactes du destin, beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes. » Enfin, la locomotive est un objet dangereux avec ses risques de déraillement et d'explosion, mais elle constitue aussi une figure magnifique qui évoque le destin, une figure puissante et imprévisible. Lorsque M. Rell rencontre l'ingénieur Bonetti chargé de réaliser son chemin de fer, les deux hommes ne s'entendent pas. L'ingénieur Bonetti explique que, je cite, « Les trains servent à transporter des marchandises et des personnes d'une ville à une autre. Voilà quel est leur sens. Si un train n'a pas de ville où arriver, c'est un train qui n'a pas de sens. » Au contraire, pour M. Rell, je cite, « Le seul vrai sens d'un train, c'est de filer à la surface de la Terre à une vitesse qu'aucune personne ou aucun objet n'est capable d'avoir. C'est que l'homme monte dedans et voit le monde comme il ne l'avait jamais vu avant. » Donc ici, on voit s'affronter deux visions du monde, moderne et capitaliste versus idéaliste et spirituel. M. Rell perçoit le train d'une manière très éloignée de son aspect utilitaire. Il y voit une forme de transcendance, une manière de transformer le regard des gens par le vécu d'une expérience forte. Le personnage perçoit donc le train en retard sur son temps, alors que la locomotive est déjà acceptée comme un moyen de transport formidable. Il la comprend encore comme un objet magique, un geste pur à la fois révélateur et transformateur. La vision décalée du monde de M. Rell le mène à sa perte. Avec le désenchantement progressif du train, Château de la Colère souligne l'existence d'un homme en quête d'un sens évanescent, aussi volatile que la fumée d'une locomotive. La volonté farouche de M. Rell de réaliser son projet fou de chemin de fer le fait engloutir des sommes colossales jusqu'à la ruine. Il perd sa fortune, son fils, tué lors d'une échauffourée, et sa femme June qui le quitte pour reprendre son voyage laissé en suspens. Dans une scène, il s'assoit dans un pré au bout des quelques 9 kilomètres de rails jusqu'alors construits. Je cite, « À regarder autour de soi, il n'y a que des prairies et des collines, le tout noyé dans cette eau grise qui tombait doucement d'en haut. Tu peux te tourner de tous les côtés, tout a l'air terriblement pareil, rien qui te parle ou qui te regarde. Un désert moisi, sans parole et sans direction. » Il continuait à regarder autour de lui, M. Rell, mais rien à faire. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre, il n'arrivait pas à le voir, de quel côté était la vie. Fin. L'homme ne trouve plus la vie, ni derrière lui, là où sont cette fortune et cette famille qu'il a perdue à cause de ses ambitions, ni devant lui, avec ce rêve absurde qui ne semble jamais pouvoir exister. La vie perd de son sens, et de ce fait, elle n'est plus ni devant ni derrière, elle disparaît comme cette image du train fantasmé qu'il cherchait à faire exister aux yeux du monde. Face à l'abandon de son plus ardent défenseur, Élisabeth, la locomotive sans rail achetée par M. Rell, devient une sorte de monument à la locomotive. Perdue dans les herbes de la campagne, privée de tous ses rails, à l'exception des 2 posés sous ses roues, elle est l'image, le symbole de ce qui reste de ce sens perdu. Elle est, je cite, l'épave d'un train posé sur les fonds herbeux du monde. Fin. Élisabeth est vouée à l'immobilité, n'ayant plus aucune signification sans cette vitesse qui la caractérise. Elle est le symbole même de toutes ces locomotives à travers le monde qui ne sont plus vues comme créatrices de sens et de réalités autres, mais devenues utilitaires, reconduites au monde capitaliste. Remise à l'état de monument, elle est le vestige d'un sens qui s'est perdu, de la pureté d'un mouvement vain qui a été maîtrisé et depuis longtemps conquis. Le rêve de M. Rell est en retard sur son temps à une époque où l'utilitaire a déjà la main mise sur l'idéalisme, où le capitalisme dépasse le rêve. Et quelle image plus belle pour illustrer cet échec que ce monument immobile, non plus en perte de vitesse, mais bien figé pour toujours sur des rails sans destination. Maintenant, passons à cette histoire-là, avec le personnage d'Ultimo, qui va venir montrer aussi comment ce personnage-là décalé est présent dans plusieurs œuvres de Baricco. Donc, ce récit d'Alessandro Baricco raconte l'histoire d'Ultimo au début du 20e siècle.
De son enfance dans le garage d'une campagne où l'automobile n'est pas encore arrivée, jusqu'à sa mort sur une route sans fin en Amérique du Sud. Ultimo découvre durant son enfance les courses d'automobile. La Première Guerre mondiale survient et il devient soldat. Il va vivre la douloureuse retraite de Caporetto en 1917 qui change radicalement sa perception du monde. Suite à ces événements sanglants, il s'exile aux États-Unis où il parcourt les routes pour vendre des pianos avec Elisaveta, une jeune immigrée russe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il va devenir mécanicien pour avion avant d'aller parcourir les routes du monde et de disparaître. Au cœur de cette vie mouvementée, une constante demeure dans la vie d'Ultimo, son obsession pour la route. Alors que M. Raël rêve de construire un chemin de fer pour libérer la locomotive, Ultimo rêve de construire un circuit de course tout en courbe qui illustre sa vie. Cependant, là où M. Raël échoue à construire son chemin de fer, Ultimo parvient à bâtir son circuit, mais le laisse ensuite se désagréger, illustrant un désenchantement du monde. Donc pour Ultimo, les routes gouvernent le monde. Ce sont elles qui permettent aux voitures de rouler si vite, elles qui dirigent vers les destinations, elles qui sont la cause des accidents aussi. Pour lui, la route se retrouve dans toutes les courbes et les lignes qui croisent son chemin, comme le manche d'une fourchette ou la mèche de cheveux sur la nuque d'une femme. La route, c'est une figure de terre et de bitume associée sans fin à la géométrie. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, Ultimo, jeune soldat, se retrouve à Caporetto, lieu célèbre dans l'histoire italienne pour la monumentale retraite qui s'y fit, alors que les Italiens étaient en plus grand nombre. C'est lors de cette guerre que sont inventées les tranchées qui, dans cette histoire-là, prennent la forme d'une route par leur association géométrique. Je cite, « Un réseau sans fin de blessures qui entailla la surface terrestre, c'était comme un système sanguin qui portait le poison de la guerre dans la chair même du monde, un courant invisible sous la peau de la terre sur des milliers de kilomètres. » Fin. Les tranchées rappellent la route par ces lignes droites qui tailladent la terre et tous les soldats qui s'y promènent comme dans des sentiers. Ce système routier donne sens à la guerre aux yeux d'Ultimo. Il maintient le monde en place. Cependant, la route disparaît lorsque les Allemands changent la tactique. Ils prennent les Italiens à revers et ceux-ci, bien que plus nombreux, se rendent incapables de comprendre les nouvelles règles du jeu. Pour Ultimo, l'événement est catastrophique. La route des tranchées, forme qui maintenait le monde en place, est pulvérisée par l'apparition d'un soldat allemand, là où il ne devrait pas se trouver. Le monde est en déséquilibre. Ultimo, suite à cette expérience traumatisante à laquelle il réchappe, se rend en Amérique pour ramasser des fonds afin de construire un circuit de course dont les courbes illustreraient les moments marquants de sa vie, comme je l'ai souligné. Une route qui finit là où elle commence, au milieu de nulle part, une piste faite pour courir. Cette piste, je cite, ne mènera nulle part parce qu'elle mènera à elle-même et elle sera hors du monde, loin de toute imperfection. Elle sera toutes les routes en une seule et elle sera là où rêvent d'arriver tous ceux qui sont partis un jour. Fin. Après l'éclipse totale de toutes les routes à Caporetto, Ultimo trouve ainsi sa tâche pour donner du sens à un monde qui n'en est plus. À Elisaveta, il explique ses dessins de route comme, je cite, une tentative de résumer l'espace, de le posséder, le mettre en ordre. Fin. Elisaveta fait remarquer que les circuits de course existent déjà lorsqu'elle en voit un dans un village, une route de terre battue qui forme un ovale. Elle ne comprend pas quel sens ça a de se balader avec un rêve qui a déjà été réalisé. Ultimo explique que son projet est bien plus que cela. En fait, il s'agit d'un véritable symbole mis dans la terre, un circuit transcendant qui fait sens dans un monde de chaos. Je cite, « Les ovales, c'est là où courent les chevaux. Les automobiles vont sur les routes et les routes vont à travers le monde. Et les courbes qu'elles peuvent suivre sont infinies. Maintenant, tu l'enlèves du monde. Des arbres contre lesquels on va se fracasser, des gens qui traversent la rue, des croisements que personne ne peut passer son temps à contrôler, des charrettes qui circulent, de la poussière et du bordel. Tu prends uniquement cette merveille, le geste propre qui fend l'espace et le temps, la main de l'homme sur le volant qui redessine la trace de la route et qui l'absout, et tu la mets au milieu de nulle part. Tu tournes jusqu'à ce que toutes les courbes disparaissent dans un geste unique qui commence et finit au même endroit, et qui disparaît à l'intérieur de lui. Alors ça te semblera un cercle parfait, clos et parfait, mais il est seulement à l'intérieur de toi. Fin. La piste automobile du village est donc un circuit bien différent de celui qu'Ultimo veut construire. Comme M. Raël qui idéalise la locomotive et sa vitesse, Ultimo souhaite donner sens au monde en construisant un circuit dont le but spirituel est bien au-delà du plaisir du sport. Sa piste, une fois construite, après maintes péripéties, reste secrète et jugée dangereuse, impossible à courir pour ceux qui la trouvent et la restaurent. Le projet d'Ultimo est un objet magnifique sur papier, mais il ne peut se révéler au monde. C'est pourquoi Elisaveta, après avoir trouvé la piste en ruine, l'avoir restaurée puis essayée, ordonne la destruction du circuit. Le récit s'achève sur cette note.
Le circuit doit être détruit parce que devenu inutile, parce que le monde désenchanté a d'ores et déjà fait disparaître la beauté de la route derrière son utilité. Finalement, Alessandro Baricco met en scène dans ses romans des personnages décalés de leur temps, en retard sur les idées de leur époque. Dans Château de la colère, M. Rel se heurte à l'utilitarisme et au capitalisme qui ont investi le sens du train. En privilégiant la pureté d'une vision qui n'a plus sa place, il perd tout ce qui faisait sens dans sa vie. Dans cette histoire-là, Ultimo perçoit la route comme un espace salvateur qui ordonne le monde. La défaite de Caporetto fait justement voler son monde en éclats. Pour lui redonner sens, il se met en tête de bâtir un circuit de course différent de tous les autres, qui canaliserait toute la pureté du geste de la course et tous les symboles de sa vie en un espace organisateur et vrai. Cependant, le monde ne peut comprendre son étrange objectif, sa piste secrète étant jugée impraticable, et la route étant perdue dans son aspect utilitaire ou sportif, loin de la justesse organisatrice que recherche Ultimo. Cependant, loin d'être déprimant ou convaincu du malheur de cette perte de sens, Baricco laisse chaque fois une possibilité de retrouver le sens perdu que recherchent ces personnages décalés, une sorte d'hommage à ces hommes fous qui refusent de suivre l'air de leur temps. Dans Château de la colère, M. Rel développe un nouveau projet, et dans cette histoire-là, la destruction du circuit est somme toute décrite positivement, un objet qui n'est plus nécessaire à Ultimo. Le désenchantement et la perte de sens ne sont donc pas définitifs. C'est en cela que réside la beauté des récits de Baricco, offrir un digne adieu à ces objets dépassés et donner l'espoir d'un possible renouveau. Merci.